Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a reçu ce vendredi les responsables des associations des consommateurs. Au cœur des échanges, l'augmentation du prix du carburant. Le litre est passé de 635 à 695 francs dans les stations. La 4e édition du Salon international des inventions d'Abidjan Innova a été lancée le jeudi 31 mars 2022. C'est un salon initié par la FEDINCI, Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Les monitrices d'auto-école de Côte d'Ivoire ont procédé au renouvellement de leurs instances dirigeantes. À leur tête, Sila Belba Dibé. Elle compte au cours de son mandat s'investir dans la modernisation du sous-secteur du permis de conduire. Il est l'heure du journal sur Business 24 Africa et moi je suis très heureux de vous retrouver. Seulement que depuis le 31 mars 2022, le prix de l'essence super a connu une augmentation en Côte d'Ivoire. Le litre est passé de 635 à 695 francs dans les stations. Une situation due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Afin d'expliquer les raisons de cette augmentation, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a reçu ce vendredi les responsables des associations des consommateurs. Le compte rendu de Konena Norgo et Ismaël Doza. Malgré une production de plus de 10 millions de barils de pétrole brut par an, la Côte d'Ivoire dépend à 95% du pétrole brut international. Une situation qui la rend vulnérable à la flambée des prix internationaux. Une fois de plus, le carburant vient de connaître une augmentation en Côte d'Ivoire. Si le prix du gasoil est maintenu à 615 francs le litre, le super sans plomb, quant à lui, est passé de 635 à 695 francs le litre depuis ce jeudi 31 mars. Afin d'expliquer cette situation aux consommateurs, le ministre Thomas Kamara a échangé ce vendredi avec les responsables des associations des consommateurs. Vous le savez, hier au journal de 20h, nous avons annoncé l'augmentation du prix du super de 635 francs à 695 francs le litre et le maintien du prix du gasoil à 615 francs le litre. Il était donc important qu'aujourd'hui nous rencontrions les responsables des associations de consommateurs dans la mesure où ils sont les intermédiaires entre nous et les consommateurs. Donc nous nous sommes concertés, nous avons échangé sur les raisons de cette augmentation, sur les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour contenir les cours internationaux qui ont connu une flambée à la suite donc de la crise entre la Russie et l'Ukraine, après l'augmentation qu'on avait déjà observée suite à la reprise de l'économie mondiale à la suite donc de la crise Covid. Selon Thomas Kamara, cette situation a contraint l'État ivoirien à consentir des efforts financiers pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Ainsi, de janvier à mars 2022, c'est environ 55 milliards de francs d'efforts consentis par le gouvernement ivoirien. Et pour le seul mois d'avril, ce sont 64 milliards de francs d'efforts à consentir pour contenir la flambée internationale des prix du pétrole. Des efforts salués par les responsables des associations des consommateurs. Les raisons de la hausse, c'est une raison qui est au-delà de notre pays. Ça s'impose à l'ensemble des pays. Le premier producteur mondial de brut, une fois qu'il est impacté, absolument, cela se dépeint donc sur le cours mondial et personne ne peut échapper. Nous sommes fortement surpris d'ailleurs qu'en lieu et place de l'augmentation que nous nous attendions véritablement au niveau national, le gouvernement a plafonné cette augmentation à 695 francs pour le super sans plomb, sans toutefois toucher au gasoil. Fin 2020, la production annuelle de pétrole brut de la Côte d'Ivoire était de 10 642 392 barils. Parlons d'innovation avec le lancement de la 4e édition du Salon international des inventions d'Abidjan Innova. Il est initié par la FEDINCI, entendez Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Son objectif est de promouvoir les inventions dans le pays. Diane Cablancan. C'est fait. La 4e édition du Salon international des inventions d'Abidjan Innova,
organisé par la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDINCI, à faire son lancement. Également appelé Abidjan Innova 2022, ce salon qui s'est tenu dans les locaux du Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville avait pour enjeu la valorisation des inventions, une affaire d'État. Abidjan Innova est une institution présentée comme le salon international consacré à l'invention sur terre africaine. Elle est organisée depuis 2018 chaque dernier jeudi du mois de mars. Nous avons été classés en 2019 parmi les 10 pays les plus innovants d'Afrique. Nous avons intégré, nous occupions le 103e rang au plan mondial. Donc la Côte d'Ivoire invente. Cette cérémonie a fait son ouverture en présence de plusieurs autorités, notamment le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, ainsi que du représentant d'Israël en Côte d'Ivoire en tant que pays d'honneur invité. C'est un très beau salon de voir les inventions ivoiriennes. En plus, c'est un salon qui associe de nombreux pays étrangers, dont Israël. Tout le monde sait qu'Israël est un pays très inventif, qui a réussi malgré des conditions difficiles à tenir. Et je pense que la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui a beaucoup plus de chance, puisque nous avons une belle agriculture, nous avons un gros potentiel économique, nous avons une très bonne population. Donc il n'y a pas de raison que nous ne nous inspirions pas de ce qu'a pu faire Israël pour réussir. Et Israël est un pays modèle en termes d'innovation. Voilà, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. Les inventeurs venus de divers horizons n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance et la joie de participer à ce salon. Je participe à ce salon en tant que, comme je l'ai dit, inventeur d'une usine de traitement des eaux. Et donc, il fallait que je me joigne à la communauté nationale pour exposer ce que nous avons sur le terrain. Débuté ce jeudi 31 mars 2022, Abidjan Innova prendra fin ce 2 avril. Une page éducation dans cette édition. Les locaux de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS d'Abidjan, ont servi de cadre pour la remise de matériel informatique du projet dénommé « Droit à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école ». Financé par Affaires mondiales Canada, cet acquis de matériel informatique est destiné aux structures impliquées dans la mise en œuvre de ce projet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le récit de Pierre Tebeu et Ézéchiel Seri. Moins de la moitié de la femme en Côte d'Ivoire est alphabétisée. Les experts parlent de 47,2% contre 63,8% chez les hommes. L'accès très limité des filles à l'éducation aggravée par les violences basées sur le genre constitue un réel obstacle pour l'autonomisation de la femme. Le projet Droit à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école a été mis en place par les partenaires de la Côte d'Ivoire, l'UNFPA et Affaires Canada pour l'aider à relever le niveau de la jeune fille en matière de l'éducation. Ce don de 15 ordinateurs d'environ 10 millions de francs CFA va permettre aux différents services impliqués dans la mise en œuvre de ce projet de s'améliorer dans la planification des données. Après 2 ans, nous avons obtenu des résultats significatifs déjà dans le cadre de ce projet que nous allons pouvoir consolider pour enfin, pour l'UNFPA, vraiment tous ces investissements, toutes ces réformes du gouvernement et ces appuis du gouvernement canadien contribuent à nous aider à atteindre les 3 résultats transformateurs que nous nous sommes fixés. Les partenaires veulent mutualiser leurs efforts pour relever la tendance pour une meilleure prise en charge de la femme en matière de la scolarisation. Nous avons un certain nombre de projets qui vont se mettre en place dans les prochaines semaines en faveur des femmes et notamment de la santé des femmes. Donc, et les ministères de la Santé, de l'Éducation, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant seront impliqués dans ces projets. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement, le taux d'achèvement scolaire au primaire est passé de 80,6% à 86,91% et celui de rétention scolaire de 69,7% en 2019 contre 85% en 2021. Les entités qui ont bénéficié de ces ordinateurs sont appelées
à améliorer leur approche à travers leurs méthodes et leurs pratiques pour adresser courageusement et efficacement la problématique de la scolarisation de la jeune fille. Le projet Droit à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école a encore du chemin quand on sait les difficultés que traversent les jeunes filles dans l'arrière-pays en matière de scolarisation. Ouvrons une page leadership féminin dans ce journal. Pour la deuxième fois, les femmes monitrices d'auto-école de Côte d'Ivoire réunies en association ont tenu leur assemblée générale sous la présidence du ministre des Transports, Amadou Koné. Objectif, renouveler les instances dirigeantes de leur association et informer toute la corporation autour d'un ensemble d'intérêts communs. Relever notamment les défis de la modernisation du sous-secteur du permis de conduire. Les détails avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Trop d'accidents de route constatés en Côte d'Ivoire dû à la mauvaise conduite. Il faut arrêter l'hémorragie. Les femmes monitrices d'auto-école de Côte d'Ivoire, tout engagées dans la formation de qualité pour une sécurité routière, montent au créneau. Elles ont donc renouvelé les instances dirigeantes de leur association à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire à la Bibliothèque nationale du Plateau. Voici la présidente qui aura la charge de conduire les missions de l'AFEMAECI, Association des femmes monitrices d'auto-école de Côte d'Ivoire, en adéquation avec le plan stratégique du gouvernement, celui de moderniser le secteur de l'auto-école et le rendre dynamique. Sila Belba Digbe, présidente à sa propre succession, élue par acclamation pour un mandat de 5 ans. Vraiment, je suis contente. C'est vrai que c'est lourd pour moi, mais bon, quand la confiance est renouvelée, on ne peut que s'estimer heureuse. Je prodigue vraiment des conseils à mes membres pour rehausser l'image des auto-écoles. Pour mener à bien cette mission, la présidente sait qu'elle peut compter sur son équipe dynamique, mais également sur le soutien de la marraine de l'association, modèle de toutes les femmes monitrices, et du ministre ivoirien du Transport. Je leur demande aujourd'hui de s'adapter aux nouvelles technologies qui ont trait à concevoir une sécurité routière. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un taux d'accident très élevé. Il faudrait que ça s'arrête. Monsieur le ministre, je me charge de vous dire qu'il a compris également vos doléances. Il travaille dans le sens de moderniser le secteur des auto-écoles. Cette modernisation se fera avec vous. L'Assemblée générale, deuxième du genre, a été marquée par des temps forts, entre autres, le baptême de l'association et la remise d'1 million de francs CFA aux femmes par leur ministère de tutelle pour booster leur action. Place maintenant à l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est Dr Joseph Boguifo. Il est le président de la FIPME, entendez, Fédération des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Mais ici, il est sur notre plateau en tant que président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPCI. Dr Boguifo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Les relations entre l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, et les cliniques privées étaient en dents de scie il n'y a pas longtemps. Chaque partie accusait l'autre de tout et de rien. Alors, Monsieur le Président, quel était le problème? Il faut dire simplement que le secteur privé de la santé aujourd'hui couvre à peu près 40% de l'offre de soins. C'est un secteur qui fait de nombreux investissements pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès à des soins de qualité. Et vous savez que si on a dit que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Et le secteur privé a fait un effort énorme, ce qu'il faut souligner. Nous avons décidé de façon libre de favoriser l'accès aux soins dans nos structures de santé par ce qu'on appelle un tiers payant, c'est-à-dire un tiers qui va payer les soins du malade. Donc le malade peut venir se faire soigner sans avoir à déverser de l'argent dès le départ.
Le problème qui se pose, c'est que ces dispositions-là que nous avons eu à prendre, qui sont très importantes, n'ont pas été faites avec des études préalables, n'ont pas été encadrées de tests. Donc dans l'exécution, nous avons vu qu'il y avait de nombreux problèmes qui se posaient. Nombreux problèmes parce que au fur et à mesure que nous avancions dans ce processus, nous avons constaté que les structures qui étaient censées payer les soins ont commencé à se multiplier. Je parle des assureurs, des courtiers d'assurance et des mutuelles de santé. Nous avons vu apparaître dans tous les secteurs des mutuelles de santé. D'accord, voilà. Et chaque structure qui arrive vient avec ses règles, ses lois, ses exigences qui tentent d'imposer au secteur privé de la santé. Premier problème que nous avons rencontré. Deuxième problème que nous avons rencontré, c'est dans les coûts des actes. Lorsque vous facturez, pour vous faire payer, c'est la croix et la bannière. Il est évident, vous conviendrez avec moi, que si vous venez me voir en consultation en janvier et que ce n'est qu'au mois de mars ou avril qu'on me paie vos actes, comment j'assume moi régulièrement toutes les charges mensuelles? Il y a cela. Et il y a aussi un autre problème, c'est que même pour payer les actes, il y a ce qu'on appelle des rejets. Il y a ce qu'on appelle enfin, il y a toute une série d'éléments qui se mettent en place pour que votre facture soit payée, mais au moins du coût possible. Il y a un environnement qui a commencé à se dégrader et le problème est devenu sérieux. Pourquoi? Parce que les structures de santé ont décidé d'arrêter le tiers payant. Et pour nous, arrêter le tiers payant, c'est un drame pour notre pays. Ça voudrait dire que vous, si vous venez en consultation, vous êtes obligé de payer 100% de vos frais, hospitalisation ou chirurgie, et aller vous faire débrouiller ailleurs pour vous faire soigner. Il est évident que cela risquait d'entraîner le couvre même de la population. C'est pour cela que, heureusement, nous avons eu en face la ZACI, qui, elle aussi, est consciente de ce problème. C'est vrai qu'ils ont des choses à reprocher au secteur privé de la santé, mais nous avons décidé ensemble de nous asseoir et de nous comprendre. Vous êtes harmonisé et le mardi 29 mars dernier, vous avez signé une convention avec donc la ZACI. Quelles étaient les principales articulations ou que retenir plutôt sur cette convention? Alors il faut savoir que la convention a été créée, a été signée après que nous avions fait des états généraux. Les états généraux ont été l'occasion pour les deux parties face à face d'échanger franchement sur les problèmes que nous rencontrions. On ne va pas tout rejeter sur les assureurs. Le secteur privé aussi a sa petite part de responsabilité. Mais nous avons fait la part des choses et nous avons compris que dans l'intérêt commun, il fallait mettre une convention cadre. Il fallait créer les premiers tests qui allaient organiser, harmoniser nos actions. Et c'est ce que nous avons fait à travers la convention cadre. Donc, cette convention existe, elle devient obligatoire pour tout le monde. Dans cette convention, on a enlevé tout ce qui gêne. Et puis, deuxièmement, nous avons fait en sorte aujourd'hui que nous ayons une plateforme unique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je donne un exemple très simple. Avant, nous avions près de 100 structures, comme je vous l'ai dit, qui interviennent dans le secteur de la santé. Chaque structure arrive avec ses feuilles de soins. Chaque structure arrive avec ses conditions, etc. Maintenant, nous avons fait des conditions uniques. Nous allons harmoniser tout ça à travers cette convention cadre-là. Et nous avons fait en sorte aussi que l'en face, ceux qui doivent payer, les payeurs s'engagent à payer dans un délai. Qu'on appelle ça, respecté et consensuel par tout le monde. Voilà un peu ce qu'il y a comme changement fort dans cette convention que nous avons signée. Un délai réglementaire, j'allais dire, mais au cours de la signature de cette signature de convention, vous avez dit que tout n'est pas réglé, qu'il reste donc à faire certaines choses pour parfaire cette collaboration. De quoi voulez-vous parler? Alors, je vais vous dire que, vous savez, le secteur privé accompagne l'État dans une mission régalienne, qui est celle de soigner la population. Tout comme dans le secteur de l'éducation nationale, vous avez des structures privées qui accompagnent aussi l'État dans une mission au niveau de l'éducation. Nous estimons qu'aujourd'hui, il est temps que l'État regarde de très près, sinon de plus près, ce secteur privé de la santé, pour voir comment lui permettre de mieux l'accompagner. Un exemple très simple. Le matériel dans le secteur de la santé coûte excessivement cher. Vous pouvez avoir rien que pour un scanner à miser entre 600 et 700 millions de francs CFA. Il faut qu'on trouve les meilleurs moyens pour accompagner efficacement ces secteurs-là par rapport à la fiscalité
Il faut qu'on fasse une fiscalité qui soit adaptée au secteur privé de la santé. Souple, vous voulez dire? Souple, adaptée, pour nous permettre aussi de faire des coûts qui ne soient pas trop élevés. Parce qu'il est évident que nous devons être en mesure de payer nos charges. Si nous n'arrivons pas, les coûts vont augmenter. L'autre élément qu'il est important de souligner, c'est que depuis qu'il y a eu la dévaluation du franc CFA en Côte d'Ivoire, toutes les structures ont réaménagé leurs prix. Et nous voyons tout le temps, que ce soit le transport, que ce soit l'énergie, tout ça, les coûts augmentent. Le secteur de la santé est le seul secteur qui a vu ses coûts qui n'ont pratiquement pas bougé. C'est impossible dans un système économique que nous n'en fasse pas la politique d'adaptation entre les charges et les recettes. Ce n'est pas possible. Et nous devons aller obligatoirement vers un réajustement de ces tarifs. Quand je dis tout n'est pas fini, c'est un peu tout ça. Mais nous ne voulons pas mettre tout dans le même plateau au même moment. Nous allons finir la convention. Ensuite, nous allons travailler sur les coûts pour voir comment, en harmonie avec tout le monde, on mettra l'État, on discutera pour voir comment mettre des coûts, mais des coûts qui sont susceptibles de permettre au secteur privé de continuer de vivre. Je vais vous dire rapidement que vous avez aujourd'hui de nombreuses structures qui ont fermé. Vous avez des cliniques qui ont fermé. Et vous avez des cliniques qui ont été rachetées, qui sont vendues à d'autres structures étrangères, parce qu'elles n'arrivent pas à faire face toutes seules comme ça aux charges. Et je vous dis, quand je commençais à parler, qu'on allait vers une rupture du tiers payant. Parce que les structures ont estimé que moi, je ne veux rien savoir, celui qui vient chez moi, il paye à 100%, il va se débrouiller pour se faire rembourser. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est toutes ces choses-là, pour nous, qu'il faut que dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous assurions pour voir comment les envisager ensemble, dans un souci de paix sociale. Est-ce que vous voulez dire qu'il y aura très prochainement une augmentation des coûts? Mais je pense que c'est un passage obligé. Parce qu'il est évident que vous qui êtes en face de moi, vous n'accepterez pas que pendant 20 ans, votre entreprise vous paye le même salaire. Ça m'étonnerait fort que vous acceptiez cela, quand vous savez qu'en face de tout augmenter, vos loyers vont augmenter, etc. Mais c'est ce qu'on impose au secteur privé. Donc, pour nous, il ne s'agit pas d'augmentation en tant que telle, c'est-à-dire il s'agit d'harmoniser les choses, de les actualiser en fonction des réalités économiques de notre pays, pour permettre à ce secteur de vivre. Voilà. D'accord, merci Président. Une dernière préoccupation avant de vous laisser partir. Pour terminer, quel message envers toutes ces personnes assurées vous avez à adresser? Alors, le message que je voulais adresser, c'est d'abord de rassurer la population, pour leur dire que le secteur privé se bat pour être à leur disposition. C'est pour ça que ce secteur a fait de nombreux investissements. Nous sommes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest le pays qui a un plateau technique le plus performant. Vous comprenez? C'est énormément d'investissements. Donc nous voulons les rassurer pour ça. Nous voulons aussi les rassurer en lui disant que ce secteur privé est ouvert. Il est ouvert, il est prêt à communiquer avec eux, à comprendre avec eux, à faire en sorte qu'ils aient toujours, en face d'eux, une réponse à leurs attentes. Et mon dernier message, c'est qu'ils comprennent ce secteur et qu'ils composent avec lui, car on ne peut pas badiner avec la santé. Nous en sommes conscients et nous prenons nos responsabilités vis-à-vis de cela. Je voudrais remercier au passage, en me de clore mon propos, l'ASACI et avec son président, qui ont compris qu'il était important qu'on s'asseye, qu'on discute, et c'est ce que nous avons fait. Merci docteur, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir d'être ici. À bientôt. À bientôt. Poursuivons cette édition jusqu'au 20 avril. Sur chaque décodeur Canal+, acheté, 300 francs CFA seront reversés à une association caritative. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse. À cette œuvre sociale s'ajoutera l'équipement en salle multimédia de 30 orphelinats à travers un projet dénommé Orphée. Ces actions s'inscrivant dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire du groupe Canal+, visent à accompagner les efforts dans le domaine de l'éducation. Reportage. L'on a pour habitude de recevoir des cadeaux lors des célébrations d'anniversaire. En donner, ce n'est pas évident. Et pourtant, c'est ce qu'a décidé de faire le groupe Canal+ Côte d'Ivoire pour ses 30 ans d'existence. Des cadeaux qui iront à l'endroit des associations caritatives et les pensionnaires des orphelinats.
C'est l'information principale de cette conférence de presse de ce jour animée par le directeur général Côte d'Ivoire du groupe Canal+. On a deux projets majeurs en ce moment. Une offre commerciale, le décodeur est vendu au prix de 5 000 francs. Et à ce prix cassé s'associe un don, 300 francs prélevés sur chaque décodeur vendu à partir de maintenant jusqu'à fin avril, qui vont être reversés à des associations désignées par nos abonnés. Et à travers ces 30 librairies ou salles multimédia, beaucoup d'enfants vont changer et vont faire changer d'autres enfants de manière positive. 30 ans que le groupe Média parcourt les cellules familiales, 30 ans de parcours qui, pour Aziz Diallo, n'est pas moins méritant. 30 ans d'existence, ça donne de nombreuses familles qui sont devant leur téléviseur. Aujourd'hui, Canal+ est leader en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'audiovisuel. On veut continuer comme ça sur les années à venir. On va continuer nos investissements dans tout ce qui est émissions, sport, fiction, séries, à contenu ivoirien parce que ça c'est important pour nous. 30 ans d'existence, Canal+ revendique 30 millions d'abonnés dans le monde. Filiale du groupe Vivendi, le groupe Média est présent en Côte d'Ivoire depuis 1992. Débuté le 9 mars dernier, la promo et le prélèvement des 300 francs CFA par décodeur acheté au profit d'associations caritatives, faut-il le souligner, prennent fin le 20 avril prochain. C'était un reportage de Issa Badini et Doumbia Ayouba. Abidjan.net, une histoire d'avenir. C'est aussi l'histoire de deux jeunes qui ont cru en l'Internet et l'Internet en eux. Jules Alessandre et Daniel Awassa, le duo fondateur d'Abidjan.net. Nous parlons de littérature. L'œuvre coécrite par Venance Kona et Faustin Eouma a été dédicacée le jeudi à la Villa Weblogie, siège d'Abidjan.net. Commentaire. Rarement une œuvre biographique n'aura connu autant d'attention et de superlatifs. Abidjan.net, une histoire d'avenir, coécrite par Venance Kona et Faustin Eouma, racontant le richissime parcours de Jules Alexandre et Daniel Awassa, fondateurs d'Abidjan.net. Quand l'analyste et écrivain Philippe Pango dit de l'œuvre que plus qu'une biographie, c'est un livre de coaching, un motivateur ou encore un support dans tout cours d'entrepreneuriat, pour Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, c'est carrément une petite Bible qui pourra compléter la formation des jeunes qui veulent entreprendre. Une cérémonie dédicace qui a fait le plein, mais aussi la classe. Gilles et Daniel nous donnent un exemple vraiment extraordinaire à travers ce livre qui doit être donc le livre de chevet de tout jeune entrepreneur qui veut entreprendre et qui veut avoir la force d'aller loin dans ce qu'il fait. Je retiens pour le livre que je n'ai pas trop lu pour le moment, ça je vous dis la vérité, leur détermination, la réalisation de leurs rêves. Et je connais les deux personnages, et je les vois et j'ai fonctionné, j'ai travaillé un peu avec eux sur plusieurs domaines. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils vont l'atteindre. Et félicitations à eux. 5 000 francs CFA pour s'offrir 141 pages de récits et d'images qui racontent les coulisses d'une success story depuis 24 ans et qui n'est pas prêt de se terminer. Mais on est là pour la vie, hein. C'est un duo pour la vie. On n'a pas fini de rêver, on n'a pas fini de construire nos projets. C'est pour ça que le titre, c'est une histoire d'avenir. On a encore, on espère, de l'avenir. Tant qu'on sera en bonne santé, en vie, on pourra continuer à innover, construire. Et on est en train déjà de programmer le tome 2 et même la bande dessinée, comme vous le savez. Il y a des modèles positifs que nous devons montrer aux Ivoiriens. Ces deux jeunes gens qui ont eu une passion, ils ont suivi leur passion. Ça n'a pas été facile, mais ils ont réussi à créer une entreprise qui marche. Créée en 1998, Weblogie Abidjan.net emploie 100 personnes et est consultée par près de 2 millions de personnes jour. Quant à l'œuvre, elle est éditée par Fratmat Édition et préfacée par le banquier ivoirien Tidiane Thiam. L'ONG Bien-être mental pour tous a lancé une campagne de sensibilisation le jeudi 31 mars
à Abidjan. Cette initiative vise à informer l'ensemble de la communauté éducative nationale sur les troubles d'apprentissage et de comportement chez les enfants scolarisés. Amidjara Souba et Richard Akeke. Prévenir pour mieux guérir les troubles spécifiques d'apprentissage au primaire. Généralement, ces troubles ne peuvent être attribués ni à un retard de construction intellectuelle, ni à un handicap sensoriel, encore moins à un trouble psychique avéré. Cette campagne de sensibilisation qui va durer sur une année est destinée aux enfants du primaire, mais aussi à la communauté éducative nationale sur les troubles d'apprentissage et de comportement chez les enfants scolarisés. En effet, de nombreux enfants souffrent de ces troubles qui sont parfois méconnus par la communauté et par certains parents. Et c'est au regard de sa difficulté éprouvée par ses parents que l'ONG Bien-être pour tous sensibilise sur les TSA pour une meilleure prise en charge de ces enfants. Ces troubles liés à certaines maladies neurologiques et d'autres troubles n'ont pas de cause neurologique, mais l'enfant, quand il va à l'école, il n'arrive pas à suivre convenablement comme ses amis. Donc cette campagne va permettre de sensibiliser les parents, la communauté nationale sur les difficultés, les troubles que les enfants peuvent avoir dans le cadre scolaire à travers une campagne de dépistage visuel et auditif. On va permettre à ces enfants d'écarter les problèmes sensoriels et psychologiques et de traiter les troubles auxquels ils sont confrontés. Quelques signes annonciateurs. Déjà à la maternelle, l'enfant ne va pas connaître les couleurs. Il va confondre la gauche, la droite, en haut, en bas. Et donc ce sont quelques signes qui présagent d'un souci que l'enfant peut avoir. Donc on peut déjà corriger cela dès la maternelle. Parce qu'un enfant qui a ça peut avoir des difficultés en lecture. Il peut avoir des difficultés de calcul, comme on appelle la dyscalculie. Les opérations seront compliquées pour lui. Il faut souligner que selon un rapport du PASEC évaluant la qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone, il y a plus de 55% des enfants en début de scolarité qui n'ont pas atteint le seuil suffisant de l'échelle des compétences en langue. C'est sur cette page santé que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle à Business 24 Africa, la télé utile. Bon week-end à toutes et à tous.